Salut Jacques, Salut Stéphane. comment ça va? Bien, bien, je me réjouis de cette conversation. Eh bien moi aussi. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu aurais déjà envie de te présenter? Ce qui te semble Alors, pertinent à dire. oui, bah, volontiers. Je m'appelle Jacques Besson. Je suis professeur honoraire de psychiatrie à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne en Suisse. Et j'ai consacré toute ma carrière à la psychiatrie communautaire et à la santé mentale ainsi qu'aux addictions. Et c'est à partir de cette clinique très spécifique que j'ai exploré ce qui est aujourd'hui ma passion, qui est l'exploration de la conscience. D'accord. Alors, tu sais, moi, les vidéos que je fais, c'est quelque chose de très libre, de très improvisé. Et déjà, il y a une question qui émerge par rapport à ce que tu viens de dire. C'est, tu parles de santé mentale. Est-ce qu'on considère que dans la santé mentale, il y a la spiritualité ou la santé spirituelle? Alors, c'est un combat parce que il y a des prémices. D'abord, le DSM-5 américain a donné une recommandation d'évaluer dans l'anamnèse la culture et la spiritualité des patients. C'est une recommandation qui a une certaine autorité aux États-Unis et j'ai dirigé pendant quelques années la commission de révision des pratiques cliniques quand il y avait des suicides à l'hôpital ou des situations de ce genre. Et j'ai fait beaucoup d'expertises extrajudiciaires sur les dossiers incomplets, sur les dimensions des patients et de la clinique qui n'avaient pas été abordées, notamment dans les situations de suicide ou d'homicide. Donc, scientifiquement, c'est fondé. J'ai fait pas mal de revues de littérature sur cette nécessité et j'ai abordé, notamment dans le champ des addictions, mais aussi dans mes travaux sur la spiritualité en médecine, le sérieux et la crédibilité de ces hypothèses et de ces travaux cliniques, qui sont bien sûr pour le moment minoritaires, mais il y a quand même une sensibilité en médecine pour accepter que la santé mentale et la santé spirituelle ne sont pas le même objet. Ne sont pas le même objet, d'accord? Donc moi qui pense naïvement qu'une santé mentale est indissociable d'une santé spirituelle et inversement que les deux sont intriqués, on considère ou tu considères qu'il n'y a pas forcément d'intrication? Alors, le mainstream, donc les courants dominants, sont des courants scientifiques matérialistes. Donc, la psychiatrie contemporaine est une psychiatrie scientifique fondée sur l'observation de la matière cérébrale, finalement. Et pour les gens qui s'occupent de psychiatrie, mais même si c'est dans le cadre de la spiritualité, ils ont une vue symbolique, ils ont une vue psychique sur des valeurs culturelles, sur des antécédents personnels, sur des valeurs. Et dans le fond, ils ne convoquent pas la spiritualité qui pour eux, dans le fond, à ce stade de la science, qui pour eux n'est pas pertinente. Je dirais donc qu'ils ont une posture réductionniste. Ils expliquent, dans le fond, que la psyché est issue de la matière et que le cerveau est une production d'esprit avec ces milliards de neurones et que ce modèle suffit pour expliquer la psyché et tout ce qu'on observe en clinique. Évidemment, je fais partie d'un courant minoritaire qui dit mais c'est pas si simple parce que il y a beaucoup d'énigmes pour la science quand on explore la conscience à ses confins. Les confins que peuvent être les expériences de mort imminente, la médiumnité, le channeling, l'hypnose régressive, le chamanisme, tous ces champs ne sont pas explicables par les données actuelles des neurosciences, qui en est d'ailleurs assez consciente. Je viens de voir un papier du National Institute of Health américain qui a fait une revue des neurosciences du channeling. Et c'est très intéressant parce que ce sont des experts au-dessus de tout soupçon et il montre que, dans le fond, les théories à disposition, les états dissociatifs, tous les états de conscience modifiés en neurologie, dans le fond, ne s'appliquent pas au channeling parce qu'il y a beaucoup de différences qu'on peut relever sans pouvoir les expliquer. Donc, pour le NIH, il y a un champ scientifique à explorer qui n'est pas facile à explorer parce qu'on n'a pas
On n'a pas les méthodes, on n'a pas les hypothèses de base pour expliquer les confins de la conscience. Donc, c'est une expertise américaine qui est honnête. Elle dit, on ne sait pas, mais une chose est sûre, quand il y a du channeling, c'est pas de la psychiatrie, c'est pas de la neurologie. Quand les gens ont accès à une conscience qui les dépasse finalement, eh bien, ça produit du bien-être, des changements dans l'existence. Ça peut même produire du soin et on ne sait pas comment ça marche. Donc, c'est un domaine si on est honnête en science, et je crois que le NIH est au-dessus de tout soupçon, eh bien, on doit, avec les scientifiques dont je fais partie, se dire, mais la science réductionniste est, dans le fond, un obstacle, un barrage pour cette exploration, même si on reste à l'intérieur de la science. On a besoin d'une science du 21e siècle. Voilà ce dont on a besoin. Mais est-ce que ce n'est pas la fonction même de la science d'être réductionniste et à partir du moment où on envisage une science non réductionniste, ça cesse d'être du mesurable et du reproductible? Oui, alors évidemment, je suis professeur de médecine dans une faculté européenne, donc les modèles scientifiques à disposition restent valables. Quand on fait de la cardiologie, on a besoin de savoir comment fonctionne le myocarde, qu'est-ce qui se passe quand il y a un bouchon dans une artère coronaire. Tout cela est valable. Donc, nous ne contestons pas la science de la matière vivante. Elle reste valable, un peu comme la physique newtonienne reste valable pour expliquer le monde mécanique. J'entends, Newton a vu juste pour la révolution des planètes, pour la gravitation, enfin, il y a plein de choses qui restent tout à fait valables. Mais ces modèles classiques doivent être, on va dire, critiqués parce qu'ils n'expliquent pas les confins de ce domaine infiniment complexe qu'est la conscience, et notamment la conscience humaine. Donc, par rapport à ça, je crois qu'on peut dire que le réductionnisme scientifique est une idéologie. C'est-à-dire que dans le fond, moi qui suis spécialiste des croyances, j'ai beaucoup travaillé là-dessus scientifiquement, je crois que le réductionnisme scientifique et le matérialisme scientifique sont des croyances. À partir de là, il faut utiliser la critique scientifique elle-même pour critiquer la science. Elle doit être capable d'explorer de nouvelles hypothèses, de nouveaux modèles, aller, dans le fond, au bout de sa méthode, qui est d'être confronté à des faits. On a été confronté à des faits, par exemple, pour dire que c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers. On a été obligé de dire que dans notre système solaire, c'est le Soleil qui est au milieu. C'est un fait résistant, robuste, qui a obligé une vision nouvelle de l'astronomie. Eh bien, de même, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des faits qui résistent. La médiumnité, le channeling, la mort imminente et ainsi de suite sont des faits qui ne sont pas explicables par les modèles à disposition. Donc, c'est un défi pour la science et il va falloir aller plus loin. Voilà ma posture et la posture de la science post-matérialiste à laquelle je me suis rallié. Oui, alors tu vois bien sûr sur mon visage le plaisir que j'ai à t'entendre parler de croyances quand on parle de matérialisme ou quand on parle de ce réductionnisme en fait, hein. Donc, tu prononces le mot de science post-matérialiste, voire même médecine post-matérialiste. Et donc, moi, je crois comprendre à travers ça que le post-matérialisme, c'est, et tu m'arrêtes si ce n'est pas le cas, c'est l'introduction du paradigme de la conscience en tant qu'agent majeur, voire exclusif, des résultats, de notre perception de la réalité et des faits. Est-ce qu'on pourrait le réduire à ça? Oui, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a deux postures. Il y a la posture qui dit que le cerveau produit de la conscience, et puis il y a la posture inverse qui dit que, dans le fond, le cerveau accède à la conscience. Alors, c'est une vision de l'univers qui est radicalement différente. Nous sommes dans un univers qui est composé de trois dimensions plus temps. Mais j'entends aujourd'hui, les physiciens sont formels. Il y a probablement de nombreux univers, voire un nombre infini d'univers. Il y a probablement des dimensions supplémentaires auxquelles nous n'accédons pas à cause de notre capacité cognitive.
parce que nous avons un cerveau qui a un filtre. Ce cerveau ne voit pas les mêmes choses qu'une hirondelle qui rejoint l'Afrique avec ses neurones magnétiques. Notre cerveau ne voit pas la caverne comme les chauves-souris la voient. Donc, ces métaphores nous montrent que, dans le fond, nous sommes limités et que la réalité est beaucoup plus grande que ce que nous croyons et ce que nous savons. Du coup, il faut avoir beaucoup d'humilité scientifique pour savoir qu'on est à l'intérieur d'un certain nombre de modèles, qu'on fait des hypothèses sur la matière et qu'elles ne sont pas vérifiables aux confins du modèle et dans des conditions qu'on appelle limites en physique, en chimie et de manière générale dans les sciences. Donc, aux conditions limites, le modèle ne fonctionne pas. Donc, nous sommes confrontés à des faits qu'il va falloir adresser, comme disent les Américains, parce que la science, c'est un bel objet tout à fait respectable. Je suis un médecin qui admire la biomédecine et la psychologie scientifique, c'est hors de doute. Donc, les post-matérialistes ne nient pas la science matérialiste, ils veulent simplement aller au-delà, ils veulent s'autoriser à dépasser des croyances et des limitations qui empêchent de se confronter aux faits qui ont la vie dure, que la conscience est beaucoup plus vaste que ce que nous croyons, imaginons et postulons. Oui, et tu te déclares comme faisant partie de ce mouvement, si on peut appeler ça comme ça, et je pense qu'il est utile de préciser ici que le nombre de personnes qui se rallient à ce nouveau paradigme est toujours plus grand, et on a dans ce camp, on va dire, ou dans ce nouveau paradigme, des noms toujours plus prestigieux. Et est-ce que c'est pas... est-ce que dans ce que toi tu as décrit dans une autre interview comme une révolution copernicienne à venir, est-ce que est-ce qu'on pourrait, hmm, est-ce qu'on pourrait croire qu'il est illusoire de, que le post-matérialiste soit appréhendable par une science? Je m'explique. Est-ce qu'on pourrait croire, puisqu'encore une fois on est dans la croyance, que la science peut arriver un jour à examiner la conscience, qui est un paradigme dans lequel la science est incluse? Ça voudrait dire, est-ce que l'œil peut se voir lui-même, quelque part? Bah, on se voit soi-même dans le miroir, hein. Mais oui, je pense qu'on est à un temps extraordinaire, on a beaucoup de chance, parce que le 21e siècle est un siècle où la science produit de l'incertitude. Tu sais, pendant des siècles, la science a produit de la certitude. On te dit l'eau bout à 100 degrés, puis tout le monde est d'accord, hein. Tu vas au bord de la mer avec une casserole d'eau et puis un réchaud à gaz, et puis tu peux vérifier la chose. Très bien. Oui, mais c'est pas comme ça. Parce que dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, auquel on a accès scientifiquement aujourd'hui avec l'astrophysique et la physique quantique, alors, je ne veux pas me gargariser de physique quantique, je ne suis pas physicien, mais il y a de bons vulgarisateurs qui sont des physiciens sérieux qui nous expliquent que les dimensions ordinaires de la physique newtonienne et du vivant tel que nous le connaissons, dans le fond, sont très différentes. Il y a des niveaux dans le tout petit, on peut évoquer les particules, où dans le fond, il y a de l'incertitude. C'est le fameux principe d'Heisenberg. Et puis, on a des vérifications empiriques, hein. J'entends l'histoire des particules qui restent coordonnées indépendamment de la distance et du temps. C'est même devenu un mécanisme pour la sécurité des ordinateurs quantiques. Et personne ne conteste qu'il y a ce qu'il est communément appelé aujourd'hui des cordes, c'est-à-dire une dimension infinitésimale dans laquelle il y a des interactions avec les particules indépendantes de l'espace et du temps. Pour donner un exemple. Et puis la théorie de la relativité, même si elle est dépassée aujourd'hui, elle nous dit que le temps est relatif, que dans le fond, le temps horizontal, le temps des montres, est une des dimensions du temps. Pour ma part, je suis convaincu qu'il y a un temps vertical, c'est-à-dire un temps que nous partageons dans cette humanité au niveau des idées, des images. C'est l'imaginal d'Henri Corbin, c'est l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, c'est l'espace des synchronicités. Il y a des émotions du temps qui sont perceptibles.
et qui sont inexplicables, évidemment. Ça, c'est le problème pour les scientifiques qui continuent à chercher, à juste titre, des modèles particuliers, etc. Mais les astrophysiciens, ils sont beaucoup plus courageux que nous parce que aujourd'hui, si on s'intéresse de nouveau en termes de vulgarisation scientifique, je ne suis pas un physicien, mais lisons les gens qui publient là-dessus. J'ai travaillé, j'étais au rectorat de l'Université de Lausanne et j'ai beaucoup travaillé avec l'École polytechnique à Lausanne, qui est une bonne école et qui fait du boulot sérieux. Donc, aujourd'hui, on admet que pour expliquer ne serait-ce que la gravitation, ben, c'est notre quotidien. Hein, si on se couple, on tombe, voilà, c'est comme ça. La gravitation, il faut 11 dimensions pour expliquer la gravitation dans l'univers, parce que dans l'univers, il y a deux forces qui s'opposent. D'une part, la gravitation qui rassemble les choses, et d'autre part, l'expansion qui les sépare. Et ça m'a beaucoup fasciné comme psychanalyste, parce que il y a dans la vie psychique, dans la psyché, des forces qui rapprochent les composants de la psyché, on pourrait l'appeler symbolique, c'est ce qui fait que les choses sont rassemblées, qui ont du sens, qui prennent forme ensemble pour donner un sens oui, global. Et il y a dans la psyché des forces de déliaison qui sont des forces qui séparent, qui clivent, qui font qu'on peut être dissocié, on peut être psychotique, on peut être névrosé, enfin, etc. Donc, ces lois de l'univers qui gouvernent l'astrophysique se répliquent au niveau de la psyché. C'est assez troublant. Et si les astrophysiciens se permettent de convoquer 11 dimensions pour la théorie dite M, la théorie du tout, qui permet de relier la physique quantique de l'infiniment petit avec l'astrophysique de l'infiniment grand. Euh, Ces 11 dimensions sont à convoquer. Bien, alors aujourd'hui, il n'y a pas un journaliste ou un politique qui critique la théorie M, ça les dépasse complètement. Mais moi qui suis un pauvre clinicien, qui suis confronté à des faits sur la conscience non locale, sur des phénomènes inexplicables par les neurosciences contemporaines, moi, je n'ai pas besoin de 11 dimensions. Il me suffirait d'en avoir une de plus. Par exemple, une cinquième, euh, qui serait hors espace-temps et qui nous relierait dans une sous-couche qui nous fonde, qui nous rassemble et qui, dans le fond, serait originaire, quelque chose comme ça. Oui. Je vais reposer ma question différemment pour bien affiner la chose. Est-ce qu'on peut croire en une science, en l'avènement d'une science, une méthode scientifique post-matérialiste, dans la mesure où le post-matérialisme inclut le pouvoir, voire même le déterminisme de la conscience, et que cette conscience, dans ma croyance, ne sera jamais mesurable par un paradigme qui est inclus à l'intérieur d'elle? Alors, OK, si on se demande ce que c'est que la science, on doit avoir l'humilité scientifique de dire qu'elle procède par modèle et qu'elle est confrontée à des observations. Donc, à partir de là, la science que tu aspires à rencontrer ou que tu aimerais qu'elle se déploie, même si elle est imparfaite, elle va devoir développer des nouveaux modèles, imparfaits certainement, parce que la connaissance absolue n'existe pas. Je rappelle que le cerveau humain, c'est 1320 cm3 de matière cérébrale. Il n'y a que 1000 milliards de cellules dans un cerveau, ce qui dans le fond est assez limité à l'échelle de l'univers. Et que même si c'est un infiniment complexe, parce qu'il y a trois infinis, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment complexe. Donc la science, si tu admets le modèle mathématique de la dérivée, elle tend vers l'ultime, mais c'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire, la science contemporaine, elle va produire des modèles toujours plus précis, même en admettant qu'on découvre une cinquième dimension qui est opérante, ou même en admettant qu'on peut sortir de l'espace-temps pour certaines observations concernant la biologie, pourquoi pas, euh, elle est quand même quelque chose de l'ordre de la limite de l'esprit humain, parce que les scientifiques ordinaires pensent que l'inconnu est fait de futurs connus.
et que la science procède un peu comme dans une spirale qui conquerrait de plus en plus de surface et que cette surface du cercle de la connaissance est toujours plus grande. C'est pas faux, mais c'est pas juste non plus parce que il y a d'autres modèles qui disent que la connaissance c'est un pudding. C'est que dans le fond, il y a une masse de choses qu'on sait, mais à l'intérieur, il y a des raisins et des fruits confits. Puis on tombe dessus de temps en temps, puis on comprend rien. On comprend rien. C'est un petit trou noir là, tout d'un coup, dans notre cerveau. On fait quoi avec? J'entends. Il y a même des concepts qu'on peut imaginer comme inexplicables. D'où ma posture que la science, effectivement, elle produit du connu à partir de l'inconnu, ce qui est un modèle magnifique, et je ne réfute pas, mais elle a un point de butée qui est l'inconnaissable. Et l'inconnaissable, c'est l'objet de la mystique. Oui. Et je crois qu'on peut être un scientifique rigoureux et un mystique curieux. Ça n'est pas incompatible. C'est d'ailleurs ce qui a caractérisé les plus grands noms en science, c'est que quand on pense à Niels Bohr, quand on pense à Einstein, quand on pense à ces gens-là, ils ont tous touché à une part d'indicible qu'ils ont essayé d'exprimer comme se situant à la limite du mesurable et du reproductible, au-delà de la science, hein. On peut citer Einstein. Il a dit, je suis persuadé qu'un jour, tout scientifique honnête et raisonnable finira par arriver à la conclusion qu'il y a dans l'univers une intelligence infiniment supérieure à celle de l'homme. Et puis, dans une lettre posthume adressée à sa fille, il lui écrit que, dans le fond, toutes ces équations pourraient être résumées dans quelque chose qu'il n'a pas pu formuler de manière académique de son vivant, c'est que finalement, l'équation finale, c'est que tout est amour. Alors, quand tu lis Einstein, bah, c'est impressionnant quand même, non? Ouais. J'ai envie de te partager une phrase qui me tient à cœur et j'aimerais savoir comment tu réagis à cette phrase. La phrase, elle est d'Aurélien Barraud et il dit: La science n'entretient aucun rapport privilégié avec la vérité. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre la réalité et la vérité. Et la réalité, elle est observable avec des instruments. Donc, nos instruments sont limités et nous voyons une réalité limitée. Il est probable que la vérité soit d'un autre ordre, de l'ordre de l'absolu ou de l'ultime, comme disent les mystiques, et qu'elle ne nous est pas accessible dans cette vie. C'est ça. Euh, tout ce qu'on vient de se dire, allez, j'ai noté 5 mots qui vont m'orienter dans les questions que je vais te poser ou les sujets qu'on va évoquer. Euh, et je vais essayer de faire converger vers quelque chose. Déjà, le premier truc, tu as parlé du DSM-5. Et moi, ce que je retiens de ces classifications, pourtant utiles, c'est que nous sommes encore dans un paradigme de pathologisation des états élargis de conscience et de pathologisation de la spiritualité. Or, dans le DSM-5, il y a une ouverture qui pointe le bout de son nez, c'est qu'il y a la reconnaissance de la crise mystique comme avec une ouverture hein, qui n'est pas là pour la pathologiser, mais pour ouvrir la voie à une considération pleine et entière de l'état mystique ou de l'état transcendant. Est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à une sortie progressive de la pathologisation par le paradigme psychiatrique, mécaniste, matérialiste et neurobiologique, sortir de la pathologisation des états mystiques et des expériences spirituelles? Oui, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, je fais partie de ceux qui font avancer la connaissance dans ce domaine parce que j'ai publié des choses sur le discernement. Euh, je pense qu'il y a une critériologie pour bien discerner la différence qu'il y a entre un délire mystique et un état mystique. Je peux expliquer? Ah oui, Oui, oui. Alors, dans le délire mystique que j'ai souvent vu, j'étais professeur de psychiatrie, j'ai vu des patients hospitalisés dans des crises, oui, terribles, n'est-ce pas? Dans le délire mystique, il y a une mégalomanie irrépressible. Ce sont des phases d'expansion du moi où le self est grandiose,
on est Dieu ou le diable ou les deux à la fois, peu importe. Et dans le fond, il y a une explosion du moi qui perd tout à fait ses limites et qui perd tout esprit critique et qui ne, dans le fond, n'écoute pas les remarques de l'entourage, qui ne se réfère pas aux connaissances culturellement et communément admises, avec une agressivité importante, peut-être même une dangerosité dans certains cas, avec des passages à l'acte qui nécessitent de protéger les patients contre eux-mêmes dans des phases où ils sont hétéro-agressifs, par exemple, parce qu'ils sont de la toute-puissance et qu'il ne faut pas les contrarier. Euh, donc, ces états font aussi que ces gens sont dans une grande angoisse, parce que, comme leur moi est éclaté, dans le fond, tout le monde pulsionnel est projeté dans l'environnement et tout ce qui est agressif revient de l'extérieur. On appelle ça des positions paranoïdes. Et dans les délires mystiques, il n'est pas rare d'avoir des hallucinations auditives, des voix qui disent qu'on doit se suicider, qu'on doit tuer je ne sais pas qui, enfin des horreurs. Et les gens sont très angoissés. Ils ont des angoisses de morcellement, des angoisses de séparation, ils ont des angoisses terribles. Et voilà, dans le fond, comment on pourrait décrire un délire mystique ordinaire. Et il y en a des centaines par année, n'est-ce pas? Rien qu'à Lausanne. Voilà. Mais pour ma part, j'ai étudié des états mystiques. Donc, on est dans une symptomatologie, on est dans une phénoménologie qui est tout à fait différente. Dans le cas de l'état mystique, on a quelqu'un qui est d'une grande humilité, qui se sent tout petits face à l'univers, à la grande conscience, qui est service de la communauté, qui a des phases d'extase sans doute, ou avec des états de conscience modifiés où il peut avoir contact avec le divin dans l'homme, ou disons le grand esprit au sens large. Et c'est des états réversibles. Quand il a fini sa méditation, sa prière, son extase, il revient dans le monde et il fait des choses tout à fait humbles. Les moines cultivent leur jardin, et les mystiques vont faire les commissions et puis ils se font du bénévolat pour une association quelconque, et ils sont engagés, voilà, ils sont paisibles, ils sont appréciés par l'environnement parce que ce sont de belles personnes capables de gentillesse, de bienveillance, qui cultivent le bien commun, qui sont au service de l'humanité. Donc, comme tu le vois, cette critériologie est absolument drastique. Il n'y a pas photo. J'entends un état mystique, c'est une belle chose. Un délire mystique, c'est un état de détresse épouvantable. Donc, comme psychiatre spécialisé dans les rapports entre psychiatrie et spiritualité, je peux être formel sur cette critériologie. Alors, je vais profiter de ta position de spécialiste entre psychiatrie et spiritualité. Je vis avec la conviction, sinon la croyance, que notre rapport au transcendant, notre rapport au mystique finalement, est conditionné, très très étroitement conditionné par nos croyances. Déjà, est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus? Et ensuite, est-ce qu'on pourrait dire que la nature de nos expériences mystiques est, est très fortement conditionnée par nos attentes et notre rapport finalement à notre conception d'une autorité supérieure qui aurait pu se former bien sûr dans l'enfance et toute la projection qu'on va y faire. Alors, je vais te donner une réponse avec plusieurs volets. Le premier volet, il est neuroscientifique, c'est-à-dire que le cerveau est une magnifique machine à interpréter le monde. Déjà chez les êtres les plus minuscules, on peut évoquer l'amibe, un être unicellulaire. Quand elle approche un obstacle, elle est capable de le détecter, de se séparer en deux et de se reconstituer de l'autre côté. Donc, si un être unicellulaire est capable d'anticiper et de se déterminer par un comportement, même cellulaire, n'est-ce pas? C'est une pure merveille. C'est une pure merveille. D'ailleurs, on peut continuer comme ça. Les êtres les plus minuscules, les algues vertes, etc.,
ont des récepteurs à la lumière qui font qu'elles s'approchent de la lumière ou elles s'éloignent de l'obscurité pour pouvoir faire de la photosynthèse, par exemple. Donc, tu vois bien que si c'est valable chez les algues vertes, l'évolution, elle a montré que le vivant doit, dans le fond, percevoir le monde, interpréter le monde et se déterminer dans le monde. Voilà. Alors, pour les scientifiques, ce sont des capacités cognitives qui sont évidemment extrêmement larges. Ça va jusqu'à l'astrophysique, à la biologie moléculaire et ainsi de suite. Donc, on n'arrête pas d'analyser le monde et de l'interpréter. Et évidemment, cette interprétation, eh bien, elle a un niveau, si tu me passes l'expression, mais un niveau herméneutique, c'est-à-dire, dans le fond, il s'agit de donner du sens finalement. Et on pourrait dire que, comme l'œil est l'organe de la vue ou l'oreille l'organe de l'audition, on pourrait dire que le cerveau, c'est l'organe du sens. Mhm. Donc, cette fabrique du sens, on peut la voir de manière parfaitement laïque et matérialiste, mais on peut aussi, dans le fond, aller regarder d'un petit peu plus près ce que la psychiatrie n'étudie pas, c'est-à-dire l'intuition et l'imagination. L'intuition est un domaine peu étudié, mais il y a actuellement des chercheurs qui publient et qui font des séminaires, des ateliers pour développer l'intuition. Et l'intuition est une capacité étonnante, dans le fond, d'anticiper, de se déterminer d'après des pressentiments, un imaginaire considéré comme juste, avec discernement. Et c'est pour moi comme psychiatre, c'est une clinique du sens qui est tout à fait saine est normal. Et je crois que c'est très important de bien considérer la dimension de l'intuition, de les capacités de la psyché. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Maintenant, bien sûr, il y a la psychanalyse. Bien sûr, Freud, et à juste titre, de nouveau, on ne va pas contester Newton ni Freud. Freud, à juste titre, dit que l'homme est angoissé, l'humain est angoissé, il est tout nu à la naissance, il est complètement dénué de moyens s'il est seul face à la nature et face à d'autres groupes humains. Donc, il va se rassurer et il va projeter dans son environnement et dans ses représentations des figures rassurantes, le père, la mère, d'où beaucoup de figures religieuses, la grande-mère, le père tout-puissant et ainsi de suite, qui sont, selon Freud, des figures infantiles, qui sont des projections qui visent à finalement rassurer l'individu humain qui est perdu dans l'univers et qui est très angoissé. C'est la posture freudienne, tout à fait classique. Et puis, les Freudiens vont dire, oui, mais il y a une nostalgie de la vie intra-utérine où, dans le fond, tout était chaud, tout était gentil, on avait à manger gratuitement, on était protégé des chocs et tout. Et dans le fond, cet état intra-utérin produit une nostalgie qui crée les spiritualités. Finalement, les spirituels sont des gens qui sont des nostalgiques de la vie intra-utérine. Ils aimeraient retrouver maman, donc, ils mettent dans le bon Dieu plein de trucs maternels, etc. Bon, d'accord, c'est leur droit le plus strict. C'est un point de vue matérialiste, c'est un point de vue de réductionnisme scientifique freudien. Heureusement, un peu plus tard arrivent des gens comme, et ils se sont fâchés d'ailleurs, Carl Gustav Jung, qui dit, mais attends, tes histoires de pulsion, c'est bien gentil, mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a dans la culture des objets communs à l'humanité que nous partageons dans l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, il est nourrissant pour les personnes qui peuvent aller chercher des objets spirituels dans la culture qui donnent du sens, qui les éclairent et qui leur permettent de mieux se déterminer dans leur vie, notamment pour passer du moi au soi, c'est-à-dire voir plus grand que les besoins infantiles et dans le fond accéder à une humanité adulte qui serait une humanité réconciliée dans le soi, c'est-à-dire avec l'âme du monde. Voilà le point de vue jungien. Et puis, on peut aller encore plus loin, parce que des gens comme Viktor Frankl, le psychanalyste qui était déporté à Auschwitz, il dit ça va plus loin que ça encore, parce que dans le fond, l'humain a une volonté de sens, et si
on refoule le spirituel, alors on produit une névrose de civilisation dont le symptôme central est le vide existentiel. Et ce vide existentiel fait beaucoup de dégâts parce que les trois symptômes en sont l'agression, la dépression et l'addiction. Il n'y a qu'à ouvrir le journal pour voir que Frankl a raison. Et il en déduit la logothérapie, qui est dans le fond la thérapie par le sens. Et on a là une légitimité de la spiritualité en psychothérapie qui n'est pas contestée, qui est reconnue par les facultés. Donc là, on a déjà du solide. Et puis après, on peut aller plus loin. Les anthroposophes, par exemple, avec Rudolf Steiner, sont allés plus loin. Ils ont dit, mais bien sûr, tout ça c'est très joli, mais il y a une dimension de la personne qui est astrale, qui dépasse la matière, notre incarnation, et qui est dans notre ordre, qui nous dépasse complètement. Et voilà, donc après, il y a la théosophie, etc. Et ainsi de suite. Donc, je crois qu'on a déjà des hypothèses, des modèles qui sont intéressants pour explorer la conscience au-delà du réductionnisme freudien et du réductionnisme scientifique. Oui, alors je vais te partager une, allez, entre ce qui est chez moi entre une intuition et une conviction, et j'aimerais t'entendre à ce sujet. J'ai le sentiment qu'il y a 3 ou 4 siècles, on s'est très brutalement séparé des traditions, hein, c'est-à-dire des spiritualités, notamment orientales, hein, et on s'en s'est séparé d'une manière assez brutale à travers un réductionnisme. euh, et j'ai le sentiment, l'intuition et la conviction qu'en fait, on est en train de boucler quelque chose. Donc ici, si on imagine un cercle, un ouroboros, ici nous avons donc le matérialisme scientifique pur, et là, plus la science avance dans un paradigme post-matérialiste, plus on va retrouver finalement des postulats, des constats, des vérités, des énoncés qui existent depuis 2000-2500 ans à travers les spiritualités orientales. Euh, et je crois qu'un jour, on va boucler la boucle, si ce n'est déjà fait, pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut dire, donc déjà j'aimerais t'entendre là-dessus, et ensuite est-ce qu'on peut dire que la science matérialiste est le symptôme d'un traumatisme civilisationnel? Alors, il y a une longue histoire à ce que tu proposes comme scissure, n'est-ce pas? Je crois qu'on peut remonter à l'aube de l'humanité. Dès qu'il y a un humain debout, il y a l'angoisse fondamentale. Tout d'un coup, la conscience réflexive fait que l'humain qui accède à la conscience réflexive se dit, mais non, d'une pipe, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce que la mort, voilà. Et le premier humain qui va aider ses contemporains, c'est le chaman. Parce que, avec les plantes antéogènes notamment, il va accéder à d'autres dimensions, notamment de la psyché, mais selon lui, du monde. On peut revenir là-dessus tout à l'heure. Et ce passeur de monde, euh, il est à la fois prêtre et médecin, finalement. À l'aube de l'humanité, les médecins sont prêtres, les prêtres sont médecins. Bien, donc ça a duré très longtemps, plusieurs milliers d'années, jusqu'à l'arrivée de la Grèce classique et de sa rationalité scientifique débutante, le siècle de Périclès, les architectes, les mathématiciens, les géomètres, et puis Hippocrate. Hippocrate qui est un prêtre. Hippocrate est un prêtre asclépien, donc il est au service avec sa famille, c'est des générations de prêtres, au service du dieu guérisseur Asclépios, qui est fils d'Apollon, etc. Et Hippocrate, dans cette ambiance de la rationalité grecque, s'est dit, mais donc, c'est intéressant, on pourrait regrouper les observations des maladies et des guérisons, et puis faire une espèce de typologie finalement des maladies, et puis c'est la naissance de la médecine moderne, et puis la voie hippocratique a continué jusqu'à aujourd'hui inclus. Dans le fond, on fait des nosologies, des typologies, des caractérologies, des classifications, des critères, voilà, etc. Et c'est la médecine scientifique qui a évidemment été redoublée à la Renaissance par l'arrivée des Lumières, parce qu'avec les Lumières, la science naissante s'est débarrassée du religieux qui faisait obstacle. On peut évoquer Galilée, etc. Et la science naissante
a dit, mais nous, on veut pas des dogmes, on veut pas des clergés, on veut pas des institutions, on veut être plus près du réel, on veut être plus près de l'observable, on veut pouvoir mesurer, on veut pouvoir discuter. Et dans le fond, les Lumières, c'était euh, la suite hippocratique, en tout cas en médecine, et de manière un peu mégalomaniaque, on a dit on se débarrasse du spirituel, du religieux, etc. Et maintenant, on va vers une science nouvelle qui va pouvoir tout expliquer. Euh, voilà. Et puis, Freud arrive, et puis il dit, ben ouais, vous avez bien raison, parce que la psyché, ben, c'est des énergies, des topiques et des dynamiques. Et puis, un jour, il y aura des neurologues qui expliqueront tout. Et puis, même, il va jusqu'à dire que, dans le fond, le spirituel et le religieux, c'est de l'infantile, et que l'avenir de l'humain, c'est la science qui est le stade adulte de la conscience et de la connaissance. Donc, c'est la même voie depuis des milliers d'années, dans le fond, qui a fait un fossé. Mais, pendant ce temps, la voie sacrée continue. Elle continue en parallèle et le chaman existe toujours aujourd'hui. Les prêtres d'Asclépios existent toujours aujourd'hui. Il y a des guérisseurs partout dans le monde. Ils agissent par la lumière, par des guérisons difficiles à expliquer, des flux, ouais, etc. Et aujourd'hui, on se dit, mais attends, est-ce qu'on n'a pas un peu jeté l'enfant avec l'eau du bain parce qu'on était bien prétentieux de se séparer, dans le fond, de ces savoirs ancestraux. Et pour ma part, je considère que nous sommes des nains sur les épaules des géants, que nos prédécesseurs ont fait un travail extraordinaire, qu'ils ont eu un courage fantastique, et qu'on serait bien présomptueux de se séparer de ces savoirs premiers, de ces peuples racines, de tout ce qui a été acquis par l'intuition, par le ressenti, par la communication avec l'invisible. Et tout cela est extrêmement précieux. Et je ne crois pas qu'il s'agit seulement, Stéphane, d'un problème d'Orient et d'Occident, même si tu as raison sur un point. Je crois que depuis quelques milliers d'années, l'Orient est dans l'exploration du monde intérieur et que l'Occident est dans l'exploration du monde extérieur. Je crois que c'était des phases nécessaires pour l'humanité, mais elles ont été clivées. C'est aussi pour ça qu'au siècle passé, nos jeunes allaient à Goa, chez les gourous, etc., parce qu'ils en avaient ras-le-bol du positivisme, du rationalisme, du matérialisme, du capitalisme, et ainsi de suite. Mais c'est resté clivé. Ça restait clivé. Alors, ce qui est nouveau, et là je te donne raison, c'est que le 21e siècle, avec la mondialisation, avec les neurosciences, la spiritualité, est en train de rapprocher ces deux mondes en disant, mais attends, avec les scanners, avec l'épigénétique, avec la connaissance du cerveau spirituel, on se rend compte que tout ça est très proche. Si tu prends le paradigme de la méditation bouddhiste, le but ultime de la méditation bouddhiste, c'est la sagesse et la compassion. Pas de sagesse sans compassion, pas de compassion sans sagesse. Mais que dit notre Occident judéo-chrétien à sa racine? Il dit pas de vérité sans charité. Tout l'Ancien Testament, c'est un peuple qui est égoïste, infidèle et méchant. Et puis le Christ, il dit, mais attendez, le but ultime, c'est l'amour du prochain. C'est une humanité réconciliée avec son Créateur. Il y a la communauté humaine, c'est l'immanence. Et puis il y a le rapport au monde créateur, c'est la transcendance. Dans le fond, on voit bien que si on regarde ça du point de vue des neurosciences de la spiritualité, tout cela est très proche et commence à dialoguer parce que la science touche du doigt la spiritualité avec des modèles et des preuves et des choses observables. Tout ce que tu me dis me fait penser au postulat de Merman dans l'anthropologie médicale et où il remet notamment parmi d'autres postulats au centre l'expérience subjective et le rôle des rituels et des symboles dans une santé ou dans une guérison. Oui, oui, le point de butée de la science, c'est l'intériorité et la subjectivité. Parce que, par définition, la science a des objets.
si tu regardes dans le dictionnaire, Robert, ce que c'est que la spiritualité, eh bien, c'est l'approche des choses non matérielles. Or, la science s'occupe de la matière, par définition, parce que nous sommes dans une idéologie de la science matérialiste. Mais si la science quittait sa posture idéologique et qu'elle accepte de s'ouvrir à des faits euh, difficiles à expliquer par les modèles contemporains, eh bien, on pourrait toucher à un peu plus de subjectivité par la science. Alors, avec l'imagerie cérébrale, avec l'épigénétique, avec ces choses-là, on touche du doigt, mais on n'y accède pas parce qu'on continue à penser que la conscience est une sécrétion et un objet. Alors que c'est plus compliqué que ça et qu'il faut aller chercher des physiciens qui vous expliquent les choses autrement. Pour les physiciens les plus poussés que je connaisse aujourd'hui, pour eux, l'univers est un océan infini d'informations. Et il y Mhm. a des émergences sous différents types, notamment l'objet le plus raffiné de cette émergence, ce serait la conscience. Et la conscience qui permet finalement au monde créateur et au monde créé de se contempler, de se relier, de dialoguer. Ça, c'est tout l'objet de la mystique, hein, c'est tout l'objet de la mystique. Le Ouais. monde créateur dialogue avec le monde créé et ça s'appelle l'esprit. Voilà. Et pour en revenir à ce que j'essayais d'exprimer avec ce serpent qui se mord la queue, cet Ouroboros ou ce serpent qui Oui, est à l'origine, est-ce que tu es d'accord avec l'assertion qui dit que finalement, cette distanciation des traditions ou de la spiritualité, des traditions spirituelles, j'entends, procède d'un traumatisme collectif à l'échelle civilisationnelle? Et que la spiritualité n'est pas le symptôme d'une angoisse existentielle, mais le matérialisme et le réductionnisme et le scientisme le sont. bon. Ah, ok. Non, mais tu touches à un point que tu sais sensible chez moi, c'est que je me suis beaucoup intéressé à la question du mal. Et il faut qu'on s'arrête une minute sur le problème du mal. Parce qu'effectivement, l'univers de l'esprit, il n'y a pas que des bisounours. Et qu'il y a eu aussi des choses assez malsaines dans le champ spirituel, alors obscur. Et il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir des spirituels et des religieux qui ont effectivement euh, laissé des traces traumatiques. On peut évoquer à ce qui se passe au niveau des mœurs et de l'éthique dans les églises. Ça ne remplit pas les églises, les abus de pouvoir. Et puis, le combat entre une certaine église et la science a fait beaucoup de dégâts. Donc, je crois que la dimension traumatique, elle existe au niveau des blessures de gens qui se sont fait rabrouer, bafouer, excommunier. Enfin, Je pensais à un traumatisme beaucoup plus ancien, un traumatisme civilisationnel qui pourrait procéder de finalement de notre panique face à une nature incontrôlable ou notre panique face à l'inexplicabilité de l'expérience humaine. oui. Alors là, on tombe dans une autre dimension encore, plus archaïque encore, on est d'accord. Euh, Dans le fond, il y a cette histoire des trois blessures narcissiques de l'humanité, hein. La Terre n'est pas au centre de l'univers, l'homme n'est pas au centre de l'évolution et la volonté et la conscience ne sont pas au centre de la psyché. Et je crois que d'être confronté à l'inconnaissable, ça contribue à beaucoup d'angoisse et à cette angoisse fondamentale, dans le fond, qu'on ne maîtrise pas notre destinée, on ne maîtrise pas, on ne sait pas notre origine, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. Donc, il y a là un terrain très propice pour un champ herméneutique. On a évoqué les forces symboliques qui rassemblent, qui guérissent, qui soignent. Mais il y a aussi des forces diaboliques avec des ruptures, des condamnations, des rituels mauvais, euh, des, des prises de pouvoir malsaines. Et dans le fond, je crois que le matérialisme, c'était une façon de se rassurer.
Il dit, ben oui, dans le fond, tout ça est explicable. Voilà. Je sais pas, moi, j'ai un ami, le prix Nobel, Jacques Dubochet. On a eu une soirée sur la biologie de la religion. Puis lui, il expliquait que quand il était petit, il avait peur du noir et que c'est la théorie scientifique de la révolution de la Terre autour du Soleil qui l'a rassuré sur le fait qu'il ferait jour le lendemain. Et que dans le fond, ces angoisses d'enfant ont été soignées et calmées par la science. Ce à quoi je lui ai répondu que moi aussi, j'avais peur du noir, mais que moi, ce qui avait soigné ma peur du noir, c'est une vieille dame qui m'avait dit que dans le monde, il y a une lumière invisible qui réchauffe le cœur des enfants et que cette lumière, c'était la lumière du Christ, etc. Donc, on avait deux façons de se rassurer qui retournent aux racines du problème. Lui, il avait une réponse scientifique et matérialiste, que j'admets volontiers, je n'ai pas de problème avec ça, mais moi, j'ai une réponse supplémentaire, qu'il y a dans l'inconnaissable, il y a aussi des forces d'amour, de la force lumineuse et chaude, et que c'est à ça que nous tendons pour une humanité réconciliée et lumineuse. Merci. Euh, je souhaite aborder un sujet sur lequel je suis un petit peu moins ignorant que tous ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent et qui te tient à cœur aussi, c'est les psychédéliques. Oui, Et alors, on va pas enfoncer des portes ouvertes telles que comme est-ce que les psychédéliques déforment la réalité ou ils la révèlent, etc. Je pense qu'il n'y a plus vraiment je pense, je crois qu'il n'y a plus vraiment de débat à ce sujet. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta position quant à la médicalisation des scientifiques, des psychédéliques, la médicalisation des psychédéliques? Quels sont les enjeux et n'y a-t-il pas ici, dans une, allez, je ne veux pas avoir peur des mots, une tentative de mainmise par un paradigme capitaliste sur les outils millénaires, plurimillénaires que sont les psychédéliques, de les réduire à des outils au service du capitalisme, du matérialisme et de passer à côté de justement la révolution qu'ils peuvent générer, qui est à mon sens aussi importante que la découverte du feu ou la sortie des eaux. bien. Alors, bah, écoute, ça tombe bien parce qu'on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la chance qu'on a au XXIe siècle, c'est d'avoir des capacités neuroscientifiques pour modéliser, expliquer, éclairer un certain nombre d'actions des psychédéliques sur le cerveau, et notamment dans certaines pathologies. Euh, je me suis un peu spécialisé sur la psilocybine, qui a non seulement des effets 5-HT2, mais aussi des effets sur le BDNF, c'est-à-dire des effets sur la neurogenèse, sur la plasticité neuronale. Et tout ça, même dans le champ d'un réductionnisme scientifique qui serait forcené, tout ça, ça reste très intéressant. Au point, et tu as raison, qu'il y a des labos qui commencent à réfléchir, ah, ben dans le fond, si on pouvait faire des psychédéliques de synthèse, on pourrait déposer un brevet et faire des sous parce que c'est efficace pour élargir la conscience, pour soigner des psychotraumatismes, pour soigner l'alcoolisme, la dépression sévère. Et plus si on tente en soins palliatifs et dans différentes conditions médicales. Donc ça, tu as raison, c'est un risque. C'est un risque réductionniste, encore une fois, un risque matérialiste, une fois de plus, et on retombe sur le débat fondamental. C'est-à-dire, les psychédéliques, pour moi, c'est une occasion de renouer avec les peuples premiers, avec les entéogènes qui concernent finalement le divin dans l'homme, la communication avec l'esprit majuscule, quelle que soit la représentation qu'on peut en avoir. Et les psychédéliques ne doivent pas devenir l'otage des pharma et des gens qui veulent faire de l'argent avec ça. On est bien d'accord. Mais il y a un mais. C'est qu'aujourd'hui, si on tient compte des représentations sociales, des interdits sociaux, sociétaux, culturels, il est extrêmement difficile, à très court terme, hein, de légaliser les psychédéliques pour tout le monde, finalement, dans un champ qui serait spirituel à disposition de tous.
parce que il y a des considérations, on va dire, légales, politiques, éthiques, qui incitent à une certaine prudence et qu'il y ait des gardiens, finalement, des bonnes pratiques pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi. Et j'espère que c'est pas parce que je suis médecin, mais j'ai un peu d'expérience en addictologie. Je me suis battu pendant des dizaines d'années pour la légalisation des drogues en Suisse et notamment la prescription médicale d'héroïne. Et c'est pas facile parce qu'il faut passer le politique, il faut passer le législatif, il faut des lois, il faut des garanties. Et je pense que le compromis, mais c'est un compromis, le compromis, c'est qu'il faudra passer par les médecins. Il faudra passer par les médecins qui vont augmenter la documentation scientifique nécessaire, qui vont élargir la prescription à des gens à qui ils peuvent la déléguer en toute confiance, notamment des psychothérapeutes formés à la psychothérapie des psychédéliques. Et je pense qu'on a une phase comme ça par laquelle il va falloir passer. Mais il faut rester conscient des deux précipices, que ce soit le premier précipice, un paradigme pour faire de l'argent, catastrophe, et puis un paradigme du n'importe quoi spirituel, où tout le monde fait son petit délire privé pour son well-being débile, et ça n'a aucun intérêt. Parce Absolument. que le vrai problème, c'est d'accéder au soi, et qui est dans le fond d'accéder à l'ultime. C'est bien ça l'enjeu. Moi, je vois personnellement, alors je suis content qu'on ait enfin trouvé un sujet de désaccord, mais je vois c'était pas facile, mais moi je vois un troisième précipice qui est en fait le réductionnisme appliqué aux psychédéliques à travers la médecine, puisque tu sais bien mieux que moi que le diplôme de psychiatre ou de psychothérapeute ne certifie en rien des capacités d'accompagnement spirituel d'un individu et peut causer bien plus de dégâts pour un individu aux prédispositions spirituelles dans un paradigme tel que le nôtre où on a une très forte tendance à la pathologisation. Oui, alors oui, d'accord. Donc il y a un troisième précipice, je suis d'accord. Mais alors ça nécessite de faire ce que je revendique et ce à quoi je m'emploie, c'est-à-dire une formation à la psychiatrie post-matérialiste. C'est-à-dire qu'il va falloir former les psychiatres et les psychologues à ce nouveau champ que j'appelle le troisième ordre de la médecine et dont j'aimerais bien pouvoir parler. Tu veux nous parler de cette formation ou de cette idée de formation à la psychiatrie post-matérialiste? Oui, tout à fait. J'ai fait ma leçon d'adieu que j'ai quitté l'hôpital universitaire sur les trois ordres de la médecine à propos des addictions. J'ai montré le respect que nous devons avoir pour la médecine biomédicale. C'est très important de savoir comment les drogues agissent sur le cerveau, comment la plasticité neuronale est impliquée dans l'addiction et ainsi de suite. J'ai montré le respect que nous devons avoir à la psychiatrie et à la psychothérapie pour toute la question de l'investigation du psychotraumatisme, des comorbidités anxieuses et dépressives, des psychoses et ainsi de suite. Et je crois que ça reste tout à fait nécessaire et tout à fait légitime. Mais j'ai aussi montré que je m'étais fait la conviction que la spiritualité est un facteur très important pour la prévention et le rétablissement des addictions. J'en veux pour preuve que j'ai travaillé quelques années à temps partiel pour l'Armée du Salut et je me suis occupé de populations vulnérables, de gens en très grande détresse biopsychosociale. Et j'ai vu l'impact tout à fait étonnant que peut avoir la spiritualité sur quelqu'un qui est homeless, qui tout d'un coup retrouve de la dignité, un savon, un logement, un petit boulot. J'ai trouvé ça magnifique et je me suis aussi intéressé aux alcooliques anonymes qui, dans le fond, contrairement à ce que la science explique en disant que l'alcool, c'est des neurones qui fusillent de travers, eh bien, tout d'un coup, avec Alcoolique Anonyme, il y a des changements de niveau logique, il y a des changements de conscience, il y a un éveil finalement à la puissance supérieure, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, et Alcoolique Anonyme a guéri des dizaines de millions de patients dans le monde depuis 1935 jusqu'à aujourd'hui inclus, puis c'était évidemment complété par Narcotique Anonyme, Gambler Anonyme, etc. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ces questions avec les neurosciences. J'étais à Harvard Medical School, j'ai fait un peu, je me suis initié à l'imagerie cérébrale, on a travaillé sur la prière de la sérénité, sur
dans le fond, les solidarités dans les groupes de parole, sur les parrainages, etc. Et on peut voir que, dans le fond, la spiritualité alcoolique anonyme est efficace. On peut la documenter, la mesurer, et ainsi de suite. Alors après, je ne me suis pas arrêté un si bon chemin. J'ai été regarder la littérature scientifique et j'ai pu voir que la spiritualité joue un rôle important dans le rétablissement en termes de santé mentale, pas seulement dans les addictions, mais santé mentale aussi, et même en santé physique. Et il y a de nombreuses études, surtout américaines, parce qu'en Europe, on est empreint d'une certaine laïcité, on est très méfiant par rapport à ce matériel scientifique qui est tout à fait respectable, hein, des journaux majeurs américains avec des études contrôlées, etc., etc. Donc, bien. Donc, je crois, à partir de mon expérience d'addictologue et de psychiatre académique et intéressé par les neurosciences, tout d'un coup, je me suis dit, mais il y a des neurosciences de la spiritualité qui ont une spécificité propre. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, méditation bouddhiste, méditation pleine conscience, etc. J'ai eu le privilège de recevoir le Dalai Lama à l'Université de Lausanne il y a une dizaine d'années, et j'ai eu une conversation publique, elle est sur Internet, et une discussion privée avec lui sur la question de la santé spirituelle. Parce que je crois que c'est un ordre distinct de la santé psychique. Et je crois que la santé spirituelle fait partie de ce que les bouddhistes appellent la grande santé. Pour accéder à la grande santé, il faut une grande médecine que je qualifie de médecine des trois ordres. Et cette médecine des trois ordres, forcément, elle implique un troisième ordre qui est spirituel. Et si tu vas sur ChatGPT et que tu regardes s'il y a une psychiatrie spirituelle, ChatGPT va te raconter que c'est une tendance, qu'elle est reconnue, que c'est tout à fait possible, c'est une minorité de psychiatres, mais qu'ils existent et qu'ils ont des résultats qui peuvent être interprétés culturellement, spirituellement, en fonction des patients, en fonction de leurs croyances, en fonction du matériel apporté, analysé, des pathologies, etc. Donc, même si ChatGPT admet cette dimension, c'est plutôt bon signe. Donc, trêve de plaisanterie. Moi, je crois sincèrement, à partir de mon expérience clinique, parce que je suis un médecin clinicien engagé auprès des populations vulnérables, j'ai acquis des preuves cliniques qu'il y a des faits qui sont démontrés, rapportés et publiés, qu'il y a une spiritualité utile à la prévention et à la guérison aux médecines générales, en psychiatrie et en psychothérapie. Donc, pour moi, les psychédéliques, pour revenir au sujet d'il y a 5 minutes, les psychédéliques font partie du troisième ordre. Ils ont un pied dans le premier ordre, parce que bien sûr, il y a une biologie du psychédélique, comment serait-il autrement? Bien sûr. Il y a bien sûr un pied dans le deuxième ordre, naturellement. Il y a des psychotraumatismes, des dépressions, on a eu des obstacles dans la vie, on peut y accéder, les dévoiler, les travailler. Mais oui, les chamans disent extraction d'esprit, recouvrement d'âme. Oui, ben voilà, ça c'est tout à fait ça. Et on accède par les chamans à cette compréhension du troisième ordre, c'est que finalement, il y a un monde plus grand qu'on peut s'éveiller par rapport à la représentation qu'on a du réel, que la conscience est plus grande que notre conscience individuelle, qu'on accède à quelque chose de plus grand que nous, et c'est la médecine du troisième ordre. Et il va falloir passer par cette médecine du troisième ordre, et les psychédéliques en font partie, et c'est mon chemin de croisée. Voilà, c'est mon combat pour voilà, la dernière partie de ma vie. Je défends la psychiatrie post-matérialiste. On a fait d'ailleurs un Certificate of Advanced Studies sur le spiritual care à l'Université de Lausanne et j'ai entamé un séminaire privé avec des psychiatres qui s'entraînent au spiritual care en psychiatrie générale. Donc, ça démarre. Il y a des gens qui font ça. Je suis invité un peu partout. Ben, ta vidéo me permet d'en parler. Oui, je pense que c'est très important qu'on relie médecine, science, spiritualité et psychédélique. Tout ça danse ensemble. C'est un joli mot de la fin. Ça nous fait 1 heure très dense. Euh, et une dernière question, quand je t'ai demandé de te présenter, donc c'est juste encore une fois pour boucler, tu t'es présenté bien sûr d'une manière académique et universitaire, et c'est d'ailleurs bah, vraiment impressionnant, et moi je suis en admiration hein, concernant aussi surtout ta manière d'articuler tes idées. Euh, qui es-tu? Comment te présentes-tu et te définis-tu en dehors de l'universitaire, le médecin et le scientifique?
à l'endroit du cœur. Oui, ben écoute, j'ai dit, hein, je suis un scientifique rigoureux, j'espère que je l'ai montré dans cette interview, mais je suis un mystique curieux. Alors, ça, c'est très important pour moi. Dans le fond, je suis en quête de l'invisible. Je suis un homme de cœur et je pense que l'humour est une dimension magnifique, très proche de l'amour. Et je pense que l'espace du jeu dépasse très largement l'espace du jeu. Et vous voyez, le 11e commandement, je crois que c'est très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est mon chemin de vie. Je me suis mis au service des pauvres, j'ai fondé une famille, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une compagne merveilleuse, et je me mets au service de ceux qui veulent apprendre avec moi la quête de l'invisible. Voilà, je suis à leur service. Merci Jacques, Merci Stéphane, à bientôt. à bientôt.